Merci d'être là encore ce soir pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal. Nous allons vous proposer de suivre les grands titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de retour dans la capitale Kinshasa depuis ce jeudi dans la soirée après son séjour dans la partie est du pays. À Goma, le chef de l'État a visité l'observatoire volcanologique de Goma et il a passé en revue les questions d'actualité devant la presse. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Au dernier jour de sa mission dans la province du Nord Kivu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité hier jeudi donc à Goma l'observatoire volcanologique de Goma. Pendant plus de 2 heures, le chef de l'État a échangé avec l'équipe de scientifiques chargée de surveillance du volcan Nyiragongo et du lac Kivu. Suivant les explications du directeur général de l'OGV, Adlabar Muyindu, ces équipes surveillent au quotidien et en temps réel le volcan grâce aux 15 stations sismologiques déployées autour du volcan et qui renvoient les informations qui sont décryptées instantanément à Goma et dans plusieurs autres centres sismologiques du monde. Au département de sismologie, le président de la République s'est fait expliquer les mécanismes de surveillance du lac Kivu et la cartographie de sites réputés dangereux au gaz méthane. Sur place, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a remis des véhicules tout-terrain pour assurer la mobilité des équipes. Quant aux équipements supplémentaires de surveillance, le président de la République attend de l'OGV un rapport complet par l'entremise du ministère de la Recherche scientifique. Nous restons à Goma avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, où il a accordé une interview. Donc, c'était hier, jeudi 1er juillet 2021. Le chef de l'État est revenu sur plusieurs questions d'actualité, dont l'efficacité du vaccin AstraZeneca, les discussions entre le gouvernement et la FEC, la gratuité de l'enseignement et autres. Polydor Ngaziami pour la suite. Il aura tenu une de ses promesses électorales, celle de s'installer dans la partie est du pays, secouée par l'insécurité causée par différents groupes armés. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a, à cette occasion, visité plusieurs territoires des provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que la province de l'Ituri, en état de siège. Au terme de son séjour, le chef de l'État a, au cours de l'entretien avec la presse, passer en revue les sujets d'actualité, dont la sécurité, la Covid-19, la gratuité de l'enseignement, la corruption et autres. À propos du vaccin AstraZeneca, le chef de l'État reste méfiant. La seule chose qui m'a intéressé, c'était de savoir est-ce que c'est dangereux pour la consommation de nos compatriotes. Comme je n'ai pas vu le caractère dangereux, on a laissé faire. Mais moi-même, je n'en étais pas convaincu. Aujourd'hui, il y a d'autres vaccins beaucoup plus efficaces, en tout cas ils l'ont démontré, et qui vont arriver à la mi-juillet, en tout cas au courant de ce mois. Et là, je l'ai dit, vous verrez, je me présenterai, je me ferai vacciner, il n'y a pas de problème. Les problèmes du Congo sont énormes. Félix Tshisekedi tente de les résoudre l'un après l'autre. La gratuité de l'enseignement, par exemple, a connu un succès, mais bloqué à un moment. Qu'en est-il de la décision prise par le gouvernement en ce qui concerne la réduction des prix des vivres frais? La FEC est réticente. Il se passe que c'est une lutte d'intérêt. Ils n'ont pas été consultés. Ce n'est pas vrai. Le ministre de l'économie, que j'apprécie d'ailleurs dans ses efforts et que je soutiens totalement, a adressé à plusieurs reprises des invitations à ces opérateurs économiques qui parfois les ont ignorés ou des fois envoyé des personnes qui ne pouvaient pas, des représentants qui ne pouvaient pas prendre de décision. Le ministre s'est retrouvé à un moment donné
coincé. Il devait prendre une solution, une décision. Et je crois qu'il a bien fait de prendre cette décision parce que ça a fait réagir l'AFEC. Et donc ça l'oblige maintenant à venir à table et à discuter. Et c'est ce que j'encourage, moi. Il faut discuter. D'habitude, le chef accorde la grâce présidentielle à l'occasion de la fête nationale. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État sera-t-il concerné? Kamere, c'est mon frère. Je suis totalement désolé de ce qui lui arrive. Je continue à croire que Vital Kamere est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. La méchanceté a détruit ce pays. Il faut barrer la route à la corruption. La corruption continue d'exister dans la justice. Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le président de la République ne connaît pas son salaire. Il plaide aussi pour la réduction du train de vie des institutions. Très sincèrement, avec mon cœur, oui, Monsieur le Président, je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. Parce que ça ne m'intéresse pas. En ce qui concerne la suite de son mandat, Félix Tshisekedi reste confiant. Dans le reste de l'actualité, le Congolais de la diaspora, nous sommes toujours à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, vivant en Belgique, se sont mobilisés pour secourir les sinistrés du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ce collectif a rencontré le gouverneur militaire qui les a félicités de ces gestes de générosité. La suite en images. Le cri d'alarme de la population des Goma, victime de l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier, a été attendu en Belgique. Les Congolais de la diaspora vivant en Belgique se sont mobilisés nombreux pour apporter assistance à la population des Goma. C'est dans ce cadre que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a reçu en audience ce jeudi 1er juillet une délégation de ces Congolais de la diaspora dépêchés depuis la Belgique. Ces derniers sont venus apporter à la connaissance du gouverneur du Nord Kivu la disponibilité de plusieurs tonnes de vivres et non-vivres ainsi que des produits pharmaceutiques qui attendent d'être triés afin de les remettre acquis de droit, comme le dit ici M. Didier Mouzalia à la tête de cette délégation. C'est nous qui avons sensibilisé donc, en Belgique pour faire la collecte, pour venir en aide matérielle pour le sinistré. Donc on a été reçu aujourd'hui pour lui annoncer officiellement qu'on va commencer l'opération de tri. Donc on avait déjà été reçu hier pour donc officiellement, donc, comme il n'était pas là, il avait envoyé le général qui s'occupe de l'opération, c'est lui qui nous a accueillis à son nom. Et aujourd'hui on a tout fait donc, pour lui annoncer officiellement le début de l'opération de tri qu'on va commencer. Donc il y a des médicaments, donc maintenant on va commencer à trier. Donc, dans le ballot, il y avait un mélange de vêtements pour enfants, pour femmes, pour hommes. Pour sa part, M. Kanz Mangolopa, chargé de la logistique pour SOS Goma, parle d'un geste d'amour aux populations du Nord Kivu. Quand nous avons passé l'appel auprès de la population, la diaspora, nous avons collecté plus de 500 mètres cubes. Les gens sont venus avec amour, ils sont venus avec détermination. Et c'est vraiment quelque chose qui a été fait avec amour. Et ça que la diaspora nous a même demandé, vous allez à Goma, expliquer à la population de Goma que ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec amour. Et nous voulons que chaque personne, chaque sinistré puisse avoir au moins quelque chose de ce que nous avons collecté. Le lieutenant-général Constant Ndima a félicité cet acte qui traduit une compassion des Congolais de la diaspora. Et vous le savez, la province du Nord Kivu est en état de siège. Il faut dire que les forces armées de la République démocratique du Congo ont bénéficié des véhicules et autres équipements pour traquer les groupes armés qui opèrent dans cette partie du pays. Ces équipements ont été réceptionnés par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima. Suivez. Opération militaire en cours en état de siège au Nord Kivu. Les groupes armés reçoivent les coups de frappe dans plusieurs localités. Le FRDC monte à puissance. Un lot important de véhicules Jeep 4x4 Land Cruiser à Pempaneuve, aux couleurs de l'armée congolaise,
sur lesquels sont montés des canons de type 14,5 mm, de l'artillerie antiaérienne et de canons de type belge et ceux de type chinois sont là. Avant toute chose, avant toute opération, il faut une planification. Et dans cet ordre d'idées, nous sommes en pleine planification et aussi les acquisitions. C'est ce dont vous voyez derrière nous, c'est-à-dire pour constituer notre appui-feu. Avant toute chose, parce que nous avons à ouvrir les itinéraires, nous avons à appuyer les unités de partout où il y a faiblesse. Donc nous devions quand même monter en puissance. C'est ce que je ne cesse de dire. Et maintenant, petit à petit, nous sommes en train de monter en puissance pour que nous soyons à même de remplir convenablement notre mission. Aux groupes armés, moi je ne cesse de le dire, aux groupes armés nationaux, nous leur disons que les opérations sont déjà en cours et il est temps de déposer les armes. Nous les disons toujours, ceux qui ne vont pas déposer les armes, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. La montée à puissance de l'armée avec cette dotation rassure la fin de l'aventure des groupes armés pour que la population aspire 20 ans après à la paix et à la quiétude en province du Nord Kivu. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, a ouvert hier jeudi un cadre de concertation entre la société civile et l'administration militaire sous la facilitation de l'Institut de recherche de droits humains, question de consolider la paix. Un cadre approprié des concertations entre les forces vives et l'administration militaire de l'Ituri vient de voir le jour. Pour le directeur de l'Institut de recherche des droits humains, Hubert Tiswaka a expliqué le bien fondé de cet acabit. Comme vous savez, au début de la mise en application de l'état de siège, l'opinion publique a été sceptique à un certain degré par rapport à la violation des droits humains et du droit international humanitaire. Même la presse internationale avait fait beaucoup de commentaires pour que les militaires ne puissent pas déverser dans des violations des droits de l'homme. C'est dans ce cadre de l'observation des actions des militaires que notre organisation, Institut de recherche en droits humains, a conçu un projet en collaboration avec la société civile Forces vives de l'Ituri, le barreau de l'Ituri et les autres organisations, les confessions religieuses et fédérations d'entreprises pour solliciter auprès de l'autorité militaire la mise sur pied d'un cadre dans lequel les militaires peuvent rendre compte des actions de terrain, mais aussi que les organisations de la société civile, particulièrement les ONG des droits de l'homme, peuvent porter à la connaissance de l'autorité militaire les informations qui parviennent à leurs organisations. De son côté, Maître Sabine Mouzamba, avocat au barreau de l'Ituri, salue ces cadres d'échange créés sur la recommandation de la société civile de l'Ituri. Franchement, nous sommes très réjouis de ce cadre de concertation parce que partant de ce cadre, nous aurons la facilité d'atteindre l'autorité administrative pour lui poser certains problèmes et lui donner certaines informations relatives à l'état de siège. Rehaussant de sa présence et pris de paix et de redevabilité à sa population, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny a répondu à toutes les préoccupations de participants sans aller au dos de la cuillère partant de questions sécuritaires au développement de la province. C'est l'effet final recherché qui ne peut être possible que grâce à la mutualisation des énergies positives et au renforcement de relations civilo-militaires en cette période de l'état de siège. Nous allons rester dans la province de l'Ituri pour parler de la justice militaire. Un officier supérieur de FARDC et un adjudant de première classe écopent de 5 ans de servitude pénale et 2 ans de servitude pénale principale. C'est le verdict rendu par la Cour militaire de l'Ituri ce vendredi 2 juillet 2021. 2 éléments FARDC, dont un officier supérieur au grade de lieutenant-colonel et un adjudant de première classe, sont condamnés à une peine allant de 2 à 5 ans de servitude pénale principale. Le ministère public les poursuivait pour perte de 5 armes de guerre et munitions par négligence le 13 octobre 2021 à Bogoro, en territoire d'Irumu. Suivait à cet effet l'extrait du prononcé du jugement avec le premier président de la Cour militaire de l'Ituri, le colonel magistrat Dienga Akelele. Pour le prévenu Munano Munyangara, Jean Lambert, les condamne sans admission de circonstances atténuantes
à la peine maximale de 5 ans de servitude pénale principale, ordonne qu'il paiera les frais d'instance de l'ordre de 250 000 francs congolais, payables dans un délai de 3 mois. Pour le prévenu Ngwanga Podolo, les condamne avec admission des circonstances atténuantes à 2 ans de servitude pénale principale. Pour le porte-parole de FRDC à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, le premier arrêt rendu par la Cour militaire de l'Ituri est un signal fort pour la lutte contre l'impunité en cette période de l'état de siège instauré par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La justice, c'est le marteau du commandement. J'ose croire que l'ego est donné, la cour est là, l'état de siège est là et la justice doit se faire à tous les niveaux. Signalé qu'au cours de la même audience, la Cour militaire a examiné le dossier d'un lieutenant-colonel, d'un capitaine et d'un sergent-major poursuivis pour violation de consignes et l'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi et la discipline lors de l'attaque de Boga le 30 mai dernier par les ennemis de la paix. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal le 2 juillet. Cette date gravée dans la mémoire du collectif congolais, elle consacre donc la clôture de l'année scolaire, mais à cause de la pandémie du coronavirus qui a perturbé les calendriers scolaires, le 2 juillet ressemble cette année à une date ordinaire. Polydor Ngaziami pour la suite. Le 2 juillet, cette date bien connue des Congolais renvoie souvent à la clôture de l'année scolaire. Mais hélas, la pandémie du coronavirus a tout perturbé. Le 2 juillet est généralement un jour de réjouissance pour les parents et élèves qui doivent palper les fruits des efforts consentis pendant toute une année scolaire. C'est un jour de fête dans les établissements scolaires car il donne la voix aux grandes vacances et marque la cérémonie officielle des proclamations des résultats. Malheureusement, avec la Covid-19, le calendrier scolaire est perturbé et le 2 juillet ressemble à une date ordinaire pour les parents, enseignants, écoliers et élèves. Les activités se sont déroulées normalement dans les établissements publics et privés. Et selon le calendrier scolaire 2020-2021 réaménagé de l'EPSP, l'année scolaire va se clôturer le mercredi 8 septembre 2021 et la prochaine rentrée scolaire est fixée au lundi 4 octobre 2021. Quoi qu'il en soit, la date du 2 juillet restera gravée dans la mémoire du collectif congolais car elle fait penser à la foire internationale de Kinshasa, FIKIN. Et la fabrication de charcuterie à la portée de tous à Butembo, dans la province du Nord Kivu. Or, le contrôle de ces charcuteries échappe aux différents services compétents. Les détails dans ce dossier que nous propose Francine Moussoya, notre correspondante à Butembo. Depuis un temps à Butembo, au Nord Kivu, on assiste à une ruée des habitants vers la consommation de viande de volaille. Une viande qui inonde plusieurs boucheries. Cette denrée alimente désormais des ménages ou font des bons menus dans plusieurs cérémonies de fêtes ou de deuil. Malheureusement, l'abattage de ces volailles échappe au contrôle des services vétérinaires. Chacun de ces bouchers se débrouille pour mener son expertise, en croire le docteur vétérinaire Palou Kitengera. Nous avons le permis d'exploitation. Moi-même ici, je suis vétérinaire. Maintenant, comme notre service de l'État agréé, on n'a pas encore construit l'abattoir pour les volailles. Maintenant, quand l'abattoir pour les volailles sera construit, on pourra chaque fois amener nos volailles à l'abattoir. C'est également le cas pour Charmante Kikoussa, tenacière de cette charcuterie. Je suis moi-même vétérinaire et j'examine les poules avant de les abattre. Je ne peux pas vendre une poule impropre, malade ou morte dans des circonstances inconnues. C'est après ces examens que je les propose pour la consommation. Si certains tenaciers de ces charcuteries sont des vétérinaires, il n'en est pas le cas pour les autres. Ces derniers font l'abattage sans toute expertise, avec les risques de vendre à la population une viande impropre à la consommation. Ils viennent de décider de construire ces encars qui servira d'un abattoir pour volailles. Question de surveiller les rabattages et protéger les consommateurs. Nous sommes en train de construire ici sur le site de l'abattoir public de Butembo les bâtiments pourra servir comme abattoir pour les poulets. Oui, nous avons été confrontés à beaucoup de problèmes. Les gens qui ont
la répugnance par rapport à ces poulets, puisque il se demande est-ce que le service vétérinaire est en train de voir ces poulets, est-ce que ce ne sont pas des poules mortes naturellement. Et face à toutes ces questions, monsieur le maire nous a demandé d'avoir un abattoir ici qui pourra servir et rassurer la population sur l'abattage des poules en fait de butin. Les vétérinaires, donc nos collègues qui sont commis dans des communes, la commune Moussoussa, la commune Kimemi, passaient par les pots de vente. Ils trouvaient déjà égorgés. Ils passent, ils vérifient, ils inspectent et bon, ils inspectent. Mais quand ce n'est pas abattu sur place, on n'est pas sûr de la provenance. Cette théorie des habitants vers la consommation des volailles fait suite à la hausse du prix des ventes des bovins et des caprins. Nous allons parler sport dans ce journal arrivé en 2012 au sein de la formation association sportive V-Club. Le coach Jean-Florent Ibengue a déposé cette semaine sa lettre de démission auprès de la présidente de la coordination Bestine Kazadidi Tabala. C'est là juste après le dernier match de la saison joué face à Lumbashi Sport. Son bilan avec Patrick Borel Mukendi dans ses commentaires. Dans chaque chose, il y a toujours un début et une fin. Année 2021, année de séparation entre Florent Ibengue Ikwangé et l'association sportive et club. Les départs du médecin noir, Florent Ibengue, du banc de la formation qu'il a dirigée depuis fin 2012, avec laquelle il a arrêté l'hémorragie du phénomène générique. Le club de Vita est devenu régulier dans les phases des poules des compétitions africaines des interclubs de la CAF, avec en performance finaliste de la Ligue des Champions en 2014 et de la Coupe de la CAF en 2018. En tout cas, c'est une page de l'histoire qui se tourne, car ce sont les bons résultats réalisés dans 20 clubs qui a poussé la Fédération congolaise de football association à engager Flo comme sélectionneur des Léopards de l'Air du Congo avec un bilan largement positif. Vainqueur du CHAN Rwanda 2016 avec les locaux et médaille de bronze avec les Léopards à lors de la CAN 2015 en Guinée. Ikwangé Ibengue Florent quitte les grands paquebots Vita avec larmes aux yeux. Le coach star Ibengue Koché s'en va à leur question. Qu'est-ce qui a motivé son départ surprise? Est-ce la pratique Sumbidité qui dit, c'est-à-dire acheter un joueur pour lui vendre la saison prochaine? Selon plusieurs sources, Jean-Florent Ibengue, ancien coach de Vita Club, a déjà plusieurs preneurs, dont Simba de la Tanzanie et la Renaissance sportive de Berkane, club de la Botola, championnat du Maroc. Sport, suite et fin, Trudon Kassessa, président de la formation féminine quinoise Bikira, finaliste de la 12e édition de la Coupe du Congo de dames, a évalué la participation de son club qu'il a jugé positif. Encore une fois, Patrick Borel Mukendi. Le président du CSF Bikira, Trudon Kassessa, a jugé positif la prestation de dames du CSF Bikira, finaliste de la dernière Coupe du Congo de football. Ce, malgré quelques injustices. Il y a beaucoup de choses que nous avons fustigées. C'est vrai, nous avons joué. Nous avons démontré à tout le monde que nous avons la meilleure équipe à Kinshasa. Parce que même le président d'Allemagne, après le match, il est venu chez nous pour solliciter, nous avons refusé. Je ne peux pas c'était des joueurs, c'est nous. Vous avez eu la coupe. Avec des joueurs qui ne sont pas performants, vous voulez venir solliciter encore, faire un recrutement chez nous? Non. On ne transfère personne. On peut aller en Afrique avec les joueurs, leurs meilleures joueuses. Comme ça, ils nous laissent nous ici, préparer les années à venir. Nous avons joué comme ça jusqu'au bout. Les joueuses, nous les avons félicitées en leur demandant tout simplement de comprendre que c'est ça le Congo. Ce qui s'est passé là-bas, c'est décourager les enfants. Nous les avons fortifiés à notre manière. Mais pendant que je vous parle, ils sont encore locaux. Ils sont encore là-bas. Ils se reposent. Ils sont ensemble là-bas, en train de manger et boire. Contrairement aux autres qui se sont dispersés les mêmes jours. Mais l'autres sont encore là-bas à Banda. Si vous doutez, vous y passez, vous les trouverez en train de dormir, en train de manger. Trudon Kassessa pense que Bikira reviendra en forme l'édition prochaine.
Et nous allons maintenant prendre l'actualité en dehors de nos frontières. Nous allons commencer avec le Portugal qui a instauré encore les couvre-feux et nous irons aux États-Unis d'Amérique. Le Portugal impose à nouveau un couvre-feu nocturne à partir de ce vendredi dans 45 municipalités, dont Lisbonne et la ville de Porto, en cause le variant Delta. Il y a maintenant 26 villes considérées comme à haut risque et 19 comme à très haut risque. La circulation dans les rues y sera limitée de 23h à 5h du matin. Les spectacles doivent se terminer à 22h30. Les gymnases ne peuvent pas organiser de cours collectifs et les activités sportives à faible et moyen risque peuvent avoir lieu, mais pas celles à haut risque. Les mariages et les baptêmes ne peuvent accueillir que 25% des invités. Les restaurants, cafés et pâtisseries doivent fermer à 22h30 en semaine et à 15h30 pendant les week-ends. À l'intérieur, des groupes de 4 personnes au maximum sont autorisés et à l'extérieur, des groupes de 6 personnes au maximum. Les Tchèques pas complètement vaccinés devront se soumettre à un test à leur retour de vacances d'été à l'étranger. C'est la première mesure prise par le gouvernement pour tenter d'endiguer le variant Delta plus infectieux qui frappe le pays. L'employeur ne doit pas autoriser les personnes revenant de l'étranger à pénétrer sur le lieu de travail, à moins qu'elles n'aient un test négatif. Dans les pays verts et orange, il est possible de faire effectuer le test dans les 5 jours, mais d'ici là, l'employé doit porter un masque respiratoire de classe FFP2 au minimum. En Russie, enfin, on organise des injections de rappel pour les personnes vaccinées il y a plus de 6 mois, ainsi que pour les étrangers. Le pays fait face à une recrudescence des cas. De retour dans la capitale Kinshasa, où nous allons faire un clin d'œil dans les parutions de sélection de ce vendredi 2 juillet 2021. C'est dans une sélection et commentaire de Patrick Polidor Ngaziami. Place maintenant à la revue de presse. Toujours au centre de l'actualité, l'interview du président de la République accordée au magazine Jeune Afrique continue d'alimenter les débats et analyses. Congo Nouveau revient particulièrement sur sa réponse à la question « Sera-t-il candidat à sa propre succession en 2023 ?» Pour le journal, en répondant qu'il a besoin d'un deuxième mandat pour développer son pays, il avertit ses adversaires que sont Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et autres. Econews l'annonce non seulement candidat, mais aussi vainqueur. J'ai une vision pour mon pays, je veux la concrétiser avec un second mandat. Ou encore, redonnez-nous confiance pour continuer le travail. Ce sont là les phrases prononcées par Félix Tshisekedi qui poussent le tabloïd à dissiper tout doute quant à sa victoire. Impact News se donne pour tâche de répondre à la question comment Félix Tshisekedi a découvert l'antidote en ce qui concerne la lutte contre les groupes armés et l'insécurité dans l'Est de la République. La réponse, le bi-hebdomadaire la donne. Des enquêtes ont été menées et les services de renseignement militaires et civils des pays voisins associés pour découvrir les raisons de la persistance de l'insécurité dans l'Est. 2 annonces pour terminer cette revue de presse. La première, c'est que la Cour constitutionnelle a déclaré la nouvelle loi sur la CENI conforme à la Constitution. C'était lors d'une audience publique tenue hier, jeudi 1er juillet, à Kinshasa. Pour Forum des As, plus rien n'entrave aujourd'hui sa promulgation par le chef de l'État. La deuxième et dernière annonce, c'est celle faite par l'Avenir. La ville de Goma a son plan de référence d'urbanisme. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, a ouvert par vidéoconférence ce jeudi 1er juillet dans cette ville l'atelier de présentation et validation de l'avant-projet du plan urbain de référence de la dite ville. Cette initiative est motivée par l'explosion démographique, les mouvements de sol, la présence des volcans actifs et les inégalités sociales. Bonsoir. Merci Polydor. Ce journal est terminé, nous allons prendre le rappel des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de retour dans la capitale Kinshasa depuis ce jeudi dans la soirée après son séjour dans la partie est du pays. À Goma,
Le chef de l'État a visité l'observatoire volcanologique de Goma et il a passé en revue les questions d'actualité devant la presse. Vous l'avez certainement suivi dans ce journal qui est complètement terminé. Merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Patrick Borel Mukendi, chef d'édition, et toute l'équipe qui vous a tenu compagnie. Demain dès 7h30, Papi Katas sera là pour vous informer à 10h et à 12h. Ne manquez pas le rendez-vous des 16h. Ça sera avec Lydia Elambo, le journal Olingala, et Sylvain Kapombo. Bosengele vous présentera la grande édition des 19h. Je vous retrouve le mercredi prochain à 19h avec le même plaisir. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.